12 000 hectares de terres agricoles vont être mis à la disposition du Rwanda dans 3 départements de la République du Congo. C'est l'une des principales résolutions prises en vertu des accords conclus entre les deux États au terme de la visite officielle du président rwandais Paul Kagame et ses ministres des Affaires étrangères et des Finances du 11 au 13 avril 2022 en terre congolaise. Le leitmotiv de la visite de Kagame au Congo, c'est pour venir justement signer ces accords. On parle de la cession de pratiquement 12 000 hectares de terre, mais aussi surtout le contrat qui est, n'est-ce pas, attribué au holding Crystal Venture. Et on parle quand même de plus de 110 milliards de francs CFA qui sont versés par Kigali pour donc racheter les zones industrielles de Maluku. D'ailleurs, les deux chefs d'État ont assisté aux signatures de 2 accords, 3 protocoles, 2 mémorandums d'entente et une convention de concession dans le domaine agricole. Les attentes, le Rwanda voudrait bien capitaliser cette expansion et ce hub qu'il vient de créer au Congo-Brazzaville. Je vous rappelle que la seule ambassade qui existe pour beaucoup de pays en Afrique centrale, en dehors de Kinshasa, c'est Brazzaville. Donc Kagame est un peu stratégique, a compris que le Congo peut être le hub à partir duquel il peut mener ses affaires en direction de l'Afrique centrale, mais aussi, pourquoi pas, de l'Afrique tout entière. La Russie a intensifié ses frappes sur les zones contrôlées par les Ukrainiens dans le sud de la région de Donetsk. Au cours des dernières 48 heures, au moins 2 personnes, un garçon de 13 ans et un homme de 53 ans, ont trouvé la mort dans un bombardement sur un quartier résidentiel. Dans la même région, les forces russes ont également frappé un village à quelques kilomètres de l'une des principales villes de Donetsk, encore aux mains des Ukrainiens, faisant 7 blessés et endommageant une centaine de maisons. Les Russes auraient utilisé des bombes aériennes hautement explosives, les mêmes qu'à Kherson, où 3 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées, dont des volontaires français. Le Brésil, où se joue actuellement peut-être la survie des peuples autochtones avec ce projet de loi très contesté, un texte visant à limiter davantage les terres occupées par les autochtones, menace menée par le lobby agro-industriel. La justice des hommes leur laissera-t-elle leurs terres? À défaut d'en être sûr, ces autochtones guaranis s'en remettent à leurs croyances et à leur divinité. Car le jugement que rendra la Cour suprême pourrait remettre en cause la démarcation des territoires qu'ils occupent ou qu'ils revendiquent en tant que peuple indigène. Ce n'est pas juste, parce que nous ne sommes pas blancs, parce que nous ne portons pas le vert et le jaune, les couleurs nationales, d'être attaqués, d'être bafoués. Un droit est un droit. Un droit que sont venus défendre à Brasilia plusieurs centaines de membres de différentes ethnies indigènes, alors que la Cour suprême reprend ses débats pour le procès du siècle, comme l'appellent les autochtones. L'enjeu pour eux est crucial. Les magistrats doivent valider ou rejeter le cadre temporel, une proposition de loi déjà approuvée par les députés qui ne reconnaît les droits des indigènes sur un territoire que s'ils y vivaient ou le revendiquaient à la date de promulgation de la Constitution fédérale, soit le 5 octobre 1988. Dans cet hôpital de Goma, les souvenirs des rescapés sont encore vifs, tout comme leurs blessures.
Après l'explosion qui a touché leur camp, 27 déplacés ont été acheminés vers cet établissement. 4 enfants sont morts pendant leur transfert. Nous étions à la maison en famille quand nous avons entendu des bombes tomber dehors. Des éclats nous ont atteints, mais on ne savait pas d'où ils venaient. Je suis vivante, mais j'ai de fortes douleurs à cause des plaies. J'ai subi des transfusions de sang. Selon les autorités congolaises, au moins 14 personnes sont mortes vendredi dans les bombardements qui ont touché les tentes de Lushagala, installées de part et d'autre de la route menant de Goma à Saké. Il nous convient aujourd'hui de porter notre attention sur les accords qui constituent la réalisation de projets spécifiques. À ce jour, nous en avons 5. Premièrement, la concession du parc industriel et commercial de Maluku. Deuxièmement, le projet relatif à la culture du ricin en République du Congo. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Deuxième projet, le projet de développement agro-pastoral à Yamba, dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agro-pastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. Quatrième projet, le projet d'exploitation minière. Suite aux travaux menés avec le ministère de l'Industrie minière et de la Géologie, la société Crystal Venture avait obtenu 4 permis de recherche et actuellement elle bénéficie d'un permis d'exploitation de la mine de Kanga Michopo dont le délai d'exploitation va démarrer à la fin du mois d'août 2023. Le 5e projet qui consiste à la réalisation du port sec de Dolisie, à ce jour n'a pas connu de développement particulier, mais nous avons bon espoir que dans les mois qui vont suivre, les 2 parties vont entamer des discussions pour également faire avancer ce projet. De tout ce qui précède, il résulte que les projets retenus par les 2 parties, à l'exception de celui relatif au port sec de Dolisie, ont connu un début d'exécution satisfaisant. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le Ministre. On va procéder à la signature d'un accord. On invite le ministre du Commerce, le ministre Ngabitsinze. L'accord signé et le protocole d'accord pour accélérer la mise en œuvre de l'accord sur la ZLECAf. Destiné aux générations futures. L'Observatoire congolais des droits de l'homme et le Mouvement pour la culture citoyenne, sous le label de la Coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers, crient au détournement et au pillage de cette somme enregistrée pendant la période d'embellie financière qu'avait connue le pays. Les organisations de la société civile lancent de ce fait des poursuites judiciaires avec en perspective une plainte contre X pour détournement et pillage présumé au tribunal de grande instance de Brazzaville. Cette plainte est la réponse raisonnable de nos organisations à l'interpellation adressée à la société civile congolaise
en vertu de sa capacité juridique à rester en justice, suivant les termes de la pétition citoyenne en circulation au Congo et à travers le monde, pour exiger des poursuites judiciaires contre les crimes économiques et financiers. Somme affectée au compte de stabilisation domicilié à la Banque des États de l'Afrique centrale, dont l'ouverture a été annoncée le 12 août 2006 par le président de la République du Congo devant le Parlement réuni en congrès. Cette recette est due aux excédents budgétaires suite à la hausse des prix du baril de l'or noir à cette époque. Selon les autorités congolaises, une partie de cet argent aurait servi de maintenir les équilibres financiers en phase avec le fonctionnement et les réalisations du gouvernement. Il s'est également de signaler que l'audit annuel de ce compte de stabilisation que le chef de l'État avait promis en 2006 et que devrait effectuer chaque année la Cour des comptes et de discipline budgétaire n'a jamais été réalisé. S'il s'avère que ces fonds affectés au compte de stabilisation ont été effectivement détournés ou fait l'objet de pillage, cela léserait manifestement les citoyens que nous sommes et impacterait davantage nos conditions de vie et en particulier celles de nos enfants qui, pour la plupart, étudient dans des conditions inappropriées et celles de nos étudiants qui peinent à recevoir leur bourse depuis plusieurs années ou encore celles de nos concitoyens qui manquent de soins de santé faute de structures d'accueil adéquates. Cette plainte, qui s'inscrit dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique que devrait exercer la société civile, est la toute première d'une série que l'OCDH et le MCC, au nom de la coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers, déposeront au cours des semaines à venir.